Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font enrouler la France. On est ensemble avec Frédéric Brindel jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, Aramis Auto numéro 1 de la vente de voitures en ligne en France. Aramis Group, présent dans 6 pays européens, rencontre une forte croissance. Expert en e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour la mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l'économie circulaire. Romain Bocher est avec nous, directeur général d'Aramis Auto. On saura tout. Et puis nous parlerons de Mobiliance, un acteur majeur des métiers de l'automobile. Partie intégrante de Mobiliance, l'Alliance des mobilités rassemble et fédère l'ensemble des entrepreneurs de l'autotech et des nouvelles mobilités qui proposent des innovations pour faire de la mobilité de demain une mobilité décarbonée, digitale, plus efficiente, accessible partout et pour tous. On fait le point avec Thibaut Sarrazin, coprésident de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et cofondateur de Brix. Et le réseau APR RIA qui prend un tournant électrique, ce sont des premiers réseaux autoroutiers qui ont équipé 100% d'électrique, les aires de service, de bornes de recharge électrique rapide et ultra rapide. Véronique Talon, directrice clientèle APR, sera avec nous. Et puis la start-up Exter reconditionne des vélos garantis. L'essor du vélo à la faveur de l'épidémie de Covid-19 a fait exploser le marché de l'occasion. La mission d'Exter est de promouvoir la pratique du vélo comme objet de mobilité responsable et comme source de bien-être personnel. Philippe Massot, le cofondateur de Exter, sera avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et Aramis Auto, une nouvelle façon plus abordable et plus éthique de consommer l'automobile. En studio avec nous, Romain Bocher est avec nous, directeur général. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez révolutionné forcément le secteur de la vente d'occasion en misant uniquement tout sur le web. Et c'était un pari risqué à l'époque. Oui, tout à fait. Le modèle, il a été lancé en 2001, donc ça fait à l'époque, Internet n'était pas développé de la même façon, mais il y avait un parti pris très très fort qui était de vouloir révolutionner l'expérience d'achat pour les consommateurs dans le domaine de l'automobile où il y avait beaucoup de défiance. Les consommateurs avaient besoin d'être rassurés, d'avoir une expérience d'achat nouvelle. Et donc, l'objectif, c'était de les proposer sur Internet et puis de pouvoir offrir une expérience d'achat. Justement, c'est pas censé donner confiance parce qu'il se passe tellement de choses. Alors justement, on avait cette expérience d'achat sur Internet avec un focus qui était dès le début de pouvoir satisfaire les clients, leur offrir la plus grande satisfaction et de s'adapter à eux. Ça a toujours été un credo assez fort et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On s'adapte à eux. On peut acheter un consommateur qui souhaite acheter chez nous, il peut acheter en ligne, au téléphone, dans un de nos 33 points de vente en France. Et donc, on s'adapte pour proposer une expérience d'achat qui soit différenciante et adaptée à chaque consommateur. Alors, vous êtes pionnier sur Internet, mais aussi sur le reconditionnement industriel. Et ça, c'est arrivé assez vite. Alors, oui, c'est arrivé, je dirais que c'est déjà arrivé il y a déjà 8 ans. Oui, c'est ça. En 2014, on a commencé à reconditionner des véhicules d'occasion. Aujourd'hui, on a... Alors, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont à la casse et vous leur donnez une nouvelle vie, c'est ça? Alors, on récupère des véhicules pas à la casse. Avant qu'ils n'arrivent à la casse, justement, tout l'objectif, c'est de pouvoir prolonger leur durée de vie. C'est là d'ailleurs où est l'effet vertueux de ce qu'on fait, le cercle vertueux. Quelque part, la meilleure manière de réduire l'impact environnemental de l'automobile, c'est de prolonger sa durée de vie plutôt que d'en remettre un nouveau à la route. Et donc, c'est aussi là où on fait la différence. Quand on a commencé en 2014, on a ouvert une première usine ensuite quelques années après. On a 2 usines en France, plusieurs usines en Europe. Et donc, on reconditionne ces véhicules. Ça permet d'avoir des véhicules qui sont moins chers que des véhicules neufs. Donc, c'est compétitif en prix. Qui sont fiables, puisqu'on a des garanties mécaniques inégalées sur le marché pour garantir la fiabilité mécanique et électronique de ces véhicules qui sont reconditionnés. Et puis, l'impact vertueux dont je parlais sur l'environnement. Aujourd'hui, quand on va sur votre site Internet, approchez-vous bien du micro surtout. Quand on va sur Internet, quels sont finalement les véhicules les plus vendus? Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'électrique et l'hybride, c'est un jeune marché. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup d'occasions. Est-ce qu'on est encore sur du diesel? Est-ce qu'on est encore sur du thermique? Et quel type de voiture?
Alors, très bonne question, ça évolue beaucoup. Ouais. Toujours, hein, donc, Cécile, ça, toujours de très bonne question. Toujours. Et donc, il y a un an... Faudra le dire autour de vous, s'il vous plaît. Et donc, il y a un an, j'aurais une réponse d'ailleurs assez différente d'aujourd'hui. Il y a un an, on était dans la crise des carburants. La guerre en Ukraine avait démarré, il y a eu des impacts retentissants sur les coûts de l'énergie. Et il y a un an, l'hybride électrique était en plein boom. On avait une traction très très forte de la demande client sur l'hybride et l'électrique. Aujourd'hui, c'est moins le cas, ça stagne. Les prix sont quand même très élevés sur l'électrique, sur l'hybride. Et puis l'usage ne convient pas à tout le monde. Même en occasion, bien sûr. Et donc, on a une demande qui stagne un petit peu et un diesel qui est plutôt en ce moment en renouveau ou en regain d'attrait pour les consommateurs qui font probablement preuve de pragmatisme. Il y a moins de pénurie. Moins de pénurie. Moins de pénurie quand il y a eu des problèmes. Le prix à la pompe a baissé. C'est aussi une habitude de consommation. Et puis, il y a les zones à faible émission qui sont en train de se mettre en place, mais qui en fait recèlent beaucoup d'incertitudes. 11 agglomérations en France. Voilà, et 43 à terme. Donc ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup de consommateurs se posent des questions. Et avec le critère 2, ça passe. Et il se trouve que certains diesels ont le critère 2. Exactement. Donc ça leur permet de rester sur du diesel parce qu'il y a plus de coûts, parce qu'on a une plus grande autonomie, parce qu'ils sont plus habitués à rouler avec ça. Et aujourd'hui, nous, si je regarde sur le mois d'avril, ce qu'on a vendu le plus, nous, chez Aramis Auto, c'était les blockbusters du marché, 208 nouvelles en essence, 2008, Duster, et puis CHR aussi qui s'est bien vendu chez nous en hybride. Presque comme presque comme le neuf, parce que le Duster... Tout à fait, ça fait partie des meilleures ventes, même sur le mois de mars, ça doit être parmi les meilleures ventes. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Parce que vous parlez de valeurs éthiques, forcément, on parle de circulaire. Est-ce que finalement c'est pour l'environnement ou pour le prix, sans se mentir? Non, bien sûr. Alors de loin, nous c'est quelque chose qu'on suit de très près régulièrement. De très très loin, le premier facteur d'achat sur la voiture, c'est le prix. C'est le deuxième poste, voire le premier poste de dépense des ménages après l'habitation. Et donc le prix, c'est vraiment l'élément principal. Donc on vient d'abord chercher une voiture qui convient à son budget. Et nous, ce qu'on propose, c'est 3000 voitures sur notre site internet. Donc c'est un large choix pour essayer de convenir au plus grand nombre et que chacun puisse trouver voiture à son pied, si je puis dire, avec un prix compétitif. Évidemment, c'est aussi un argument de pouvoir expliquer qu'on participe à recycler, donner allonger la durée de vie des voitures. Alors, sauf que le prix, Cécile, les gens vont peut-être y revenir. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a l'inflation, tout ça. Mais si on achète à moindre coût, mais que dans quelques temps, la voiture, elle n'est plus acceptée parce que les zones à faible émission, etc., etc. Donc il y a à réfléchir. Bien sûr, ça donne à réfléchir. Il y a beaucoup de confusion, d'attentisme aussi en ce moment lié à ça. Alors il y a des mécanismes qui permettent de se protéger. Notamment, on a beaucoup de clients qui achètent des diesels et qui prennent des options de financement qu'on peut proposer comme la LOA, qui permet en fait d'avoir une valeur de rachat garantie dans quelques années. Donc il y a des mécanismes aussi qui permettent de se protéger. Et puis il y a aussi beaucoup de consommateurs qui sont encore dubitatifs sur l'application, la pleine application des ZFE, et donc qui achètent un diesel même s'ils savent que peut-être que dans 2-3 ans ce sera remis en cause. Ouais, tout à fait. Avec la crise, forcément la crise du Covid entre autres, et puis les problèmes de semi-conducteurs, on s'est rendu compte que le marché de l'occasion avait flambé. Est-ce que les prix se sont un petit peu tassés ou on est quand même encore dans des prix assez hauts? Alors les prix avaient beaucoup augmenté. Je crois que l'Argus avait publié un article là en début d'année qui disait que les prix avaient pris 30% en 2 ans. Donc c'est un panier moyen probablement. Il faut regarder. C'est pas la vérité est sûrement différente quand on démoyennise. Par contre, la bonne nouvelle pour les consommateurs, nous ce qu'on a observé sur le premier trimestre là, c'est une stagnation des prix. C'est la première fois depuis 2 ans. Donc les prix vont commencer à se réguler, probablement à rebaisser. C'est ce qu'on observe aussi dans les autres pays. À devenir raisonnable là pour le coup. Rebaisser pour redevenir raisonnable. Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup monté et puis il va falloir qu'ils descendent aussi beaucoup pour redevenir le plus raisonnable possible pour les consommateurs. Alors, il y avait la question du délai aussi de livraison. Là, effectivement, pour les voitures neuves, c'est tout un problème. Vous tirez votre épingle du jeu par rapport à ça. Oui, tout à fait, parce que justement, comme c'est des véhicules, on maîtrise la chaîne de valeur de A à Z, on rachète les véhicules, on les reconditionne, on maîtrise notre logistique, et donc les véhicules, on peut vous livrer en 24 heures chez vous, devant votre porte, le véhicule que vous achetez. Donc je peux vous dire que ça a été un argument très différenciant au cours des mois passés, évidemment, là où il y avait en concession traditionnelle plusieurs mois d'attente pour avoir un véhicule neuf. Quand on achète une voiture, on peut imaginer, j'imagine que beaucoup anticipent de la revendre assez rapidement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont très recherchées? Est-ce que c'est les toits ouvrants, le siège chauffant? Est-ce qu'il y a des options pour ceux qui nous écoutent de dire, ouais, des couleurs, c'est sûr, marron chiasseux, je vous assure, je vous blanc, ça marche mieux. Voilà, ça dépend des lieux. Est-ce que vous pourriez donner des conseils en disant, voilà, à l'achat, réfléchissez peut-être
peut-être à la deuxième main. Oui, alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on essaie de réfléchir à ça aussi pour les clients en amont, c'est-à-dire qu'en fait, on est très très précautionneux dans le choix des voitures pour pouvoir avoir les voitures qui correspondent à la demande. On essaie de ne pas vendre des véhicules qui soient totalement exotiques et ensuite vont être un problème à la revente pour les consommateurs. Donc par exemple, si on regarde des Mini, on sait qu'il y a certaines couleurs de Mini qui se vendent très bien et d'autres qui se vendent moins bien. Ah bon ? Qu'est-ce qui se vend le mieux, vous savez ? Je pourrais pas vous les donner toutes, mais les Mini de couleurs plus exotiques, on va avoir un peu plus de mal à se vendre. La Mini verte va bien se vendre, la Mini noire, la Mini jaune va moins se vendre. Donc vous avez des voilà, des goûts, des couleurs, mais selon les marques, voilà, c'est un peu spécifique. Puis il y a des options effectivement, comme vous le disiez, siège chauffant, toit panoramique, ou des équipements et des finitions qui sont recherchés sur les modèles notamment premium. On va revenir sur les ZFE, donc les zones à faible émission. C'est important parce que vous, en octobre dernier, vous avez sorti une étude, vous, sur les ZFE, dont, avec des chiffres assez hallucinants, 42% des automobilistes interrogés sont déterminés à utiliser leur voiture malgré l'interdiction. Ça veut dire que certains vont braver d'abord pour des raisons, j'imagine, financières, de dire moi je peux pas changer de véhicule, tant pis. Exactement, en fait, ce qu'on a observé, on a donc interrogé notamment tous les foyers les plus modestes qui sont les premiers concernés par la mise en place des ZFE, parce qu'en fait les critères 5, 4, 3 qui sont les véhicules donc les plus anciens, les plus polluants, mais également les moins chers, c'est souvent les foyers modestes qui les ont pour des raisons budgétaires évidentes. Et donc, ou alors les petits entrepreneurs aussi, les petits artisans. Ouais. Tout à fait, on a aussi ça, mais du coup c'est des gens qu'on va entre guillemets qui vont avoir une injonction de changement de véhicule, mais sans avoir le budget à côté, puisqu'on faisait on en discutait tout de suite. Les prix ont beaucoup monté, et donc ils vont pas forcément avoir la trésorerie disponible pour faire ça. Donc en fait, ils vont se retrouver à devoir ou bien se retrouver dans une situation financière difficile, ou bien braver les réglementations qui vont être mises en place. Et on voit aussi surtout que sur 70% de ceux qui ont besoin d'acheter un véhicule se tourneraient demain forcément vers de l'occasion, mais ils choisiraient un moteur thermique. C'est-à-dire que même ça... 59% choisiraient un moteur thermique. Hein. Vous connaissez les chiffres par cœur de cette étude. On lit bêtement. Alors attendez, 59%. Voilà, tout à fait, exactement. Dites le point, je ne l'ai pas mis pour être. Et 50% ne connaissent pas leurs critères. Donc en plus, on voit bien qu'il y a un flou artistique là-dessus, et qu'effectivement, on parle beaucoup de l'électrique, mais c'est probablement pas la seule solution à mettre en place. Il y a d'autres options qui existent complémentaires pour atteindre l'objectif qu'on a de maîtrise de l'impact de la voiture sur l'environnement. Alors ça, c'est une question. Sur les critères, c'est avant 2001, on est déjà en critère quoi, par exemple ? Alors je peux pas dire pour critère 3 par exemple, je veux dire que les diesels d'avant 2011 c'est critère 3, et les essences d'avant 2006 c'est critère 3. Et puis ensuite plus on monte, plus on est dans les critères 4, 5 C'est ça, pardon. Bon, alors, mais une question pour moi, puisqu'on va parler des jeunes, 18, 24 ans. Parce qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Donc eux déclarent rouler avec des voitures critères 4 et 5. La problématique aussi pour les jeunes. Ça, il faut peut-être imaginer quelque chose. Oui, exactement. Donc nous on essaie aussi de travailler sur d'autres options. Donc il y a les locations, on a d'autres offres aussi qu'on essaie de créer pour proposer des véhicules au prix le plus bas possible. Nous, les véhicules, ils commencent à 8 000 €, moins de 8 000 € aujourd'hui là, sur le site internet, et on travaille en permanence à essayer d'avoir les prix les plus bas possibles pour permettre aux primo-accédants sur le véhicule, en tout cas, de trouver une voiture qui leur convienne. Aujourd'hui, on garde une voiture en moyenne une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, un peu moins, c'est 6-7 ans en France. Ouais. Et ça veut dire est-ce que ces chiffres vont évoluer à l'avenir ? Est-ce que finalement, certains aujourd'hui n'achètent jamais de voiture neuve ? Est-ce que ça arrive ? Et on travaille en tout cas, on roule qu'avec des voitures d'occasion ? Alors tout à fait. D'abord, l'âge moyen quand on achète une voiture neuve en France, c'est 55 ans. Donc c'est quand même très tardif dans la vie. C'est un chiffre assez stable depuis des années. Tout à fait, exactement. Ouais. Et puis je pense que ça va être intéressant d'observer sur les années qui viennent comment évolue cette tendance de conservation du véhicule, parce que quelque part la pénurie qui a eu lieu sur le marché depuis 2 ans, elle a forcé les consommateurs, étant donné le prix qui a été observé, à garder leur véhicule plus longtemps, et puis se rendre compte que finalement ils peuvent le garder 1 an, 2 ans, moyennant un entretien un peu plus fréquent, et que finalement ils sont peut-être pas obligés de changer de véhicule aussi souvent qu'ils le faisaient avant. Donc ça va être intéressant d'observer quelle tendance ça va générer. Est-ce que des voitures alors flex fuel, c'est Ford, mais avec un boîtier bioéthanol, est-ce que ça a une valeur sur le second marché ? Oui, nous on en propose. On a eu plusieurs fois, on a fait pas mal de tests où on a pu reconditionner des véhicules et les équiper de boîtiers flex fuel. Bon, ça reste un marché de niche. On en parle pas mal. Ça reste un marché de niche, mais bon, qui a un intérêt qu'on teste aussi de nouveau pour répondre à la demande client sur ce secteur-là. Merci beaucoup en tout cas. Durée de vie d'une voiture 6-7 ans, c'est comme un couple en fait. Oui, ça suit. C'est pour ça. Nous on va rester 6-7 ans. Mais les voitures on les reconditionne. C'est ça. Alors
Passez déjà par le reconditionnement. Voilà. Nous y sommes. Merci beaucoup Romain Bollard d'avoir été avec nous, directeur général d'Aramis Auto. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler des métiers de Mobiliance. Vous avez Mobiliance et on va parler de l'Alliance de mobilité de Mobiliance qui fait des promotions dans le secteur d'activité telles que le covoiturage, l'autopartage. Ce sont des métiers en tout cas très intéressants qui se développent. On en parle dans un instant. Vélo, trottinette aussi, super. Hein, oui, mais je vous laisse le dire. Allez-y. Et puis voilà. Bon, finissez. Nous, on revient dans un instant. Je vais couper l'antenne et moi je continue de parler. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et vous roulez avec Sud Radio, vous avez bien raison. Et attention, attachez bien votre ceinture parce que ça va décoller dans quelques instants. On est ravis, en tout cas, vous savez qu'on aime l'automobile. L'automobile très important aujourd'hui pour les foyers des Français parce que quand même, comment s'en séparer quand on vit un petit peu partout en France. Tout le monde n'habite pas des grandes agglomérations, en tout cas. Et il y a pas mal de métiers dans l'automobile. Alors vous avez dit on va décoller, là on ne pourra pas décoller parce qu'on va rester quand même au sol. Alliance des mobilités de Mobiliance fait donc la promotion des secteurs d'activité tels que, on le dit dans l'ensemble, covoiturage, autopartage, les vélos, les trottinettes, les scooters partagés ou aussi, ne l'oublions pas, les parkings. Bien entendu. Et Thibaut Sarrazin est avec nous, coprésident de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et cofondateur de Brinks. Bienvenue, merci d'être avec nous. Dans cette Alliance des mobilités de Mobiliance, il y a 2 branches. La première, c'est la nouvelle mobilité. Oui, tout à fait. Et alors moi, je représente la seconde, que sont les services de l'automobile. Est-ce que vous voulez nous parler de la première quand même? Déjà. Oui, avec grand plaisir. Parce que vous y connaissez quand même. Je vais surtout pas paraphraser mon coprésident, donc qui est Julien Honard, président de Klaxit, mais les nouvelles mobilités représentent de façon générale pas mal de mobilités que vous venez d'évoquer à l'instant au micro, à savoir toutes les mobilités qui finalement n'existaient pas une quinzaine d'années. C'est pour ça qu'on les appelle les nouvelles mobilités. Et puis elles sont tout à fait complémentaires, j'espère que c'est ce que je vais pouvoir vous dire ce soir, aux services de l'automobile, qui sont donc des services innovants autour de la mobilité historique, que donc moi je représente au travers des services de l'auto. Ben justement, on va en venir à votre métier puisque Brinks, c'est 100% digitalisé et ça, pour le coup, c'est un vrai service que vous allez nous expliquer. Oui, tout à fait. Alors nous, on propose plusieurs services à destination des concessionnaires automobiles qui eux-mêmes, du coup, élargissent leur offre de services à proposer aux automobilistes. Et l'un de ces services est un service de déplacement de voiture de façon très concrète pour vos auditeurs, qui évite aux gens de se déplacer pour la livraison de leur voiture neuve, par exemple. Si on ne travaille pas qu'Aramis, ça pourrait être le cas. Ou lorsqu'ils doivent faire la maintenance de leur véhicule. Je vais vous donner son numéro de téléphone tout de suite à l'antenne. Nous vous mettons en contact. Avec grand plaisir. Et donc, on propose différents services digitaux pour ces métiers historiques que sont les concessionnaires automobiles qui proposent des voitures évidemment à l'ensemble des Français. Donc, nous, on est là pour tenter de leur apporter d'autres choses et on l'espère de la valeur ajoutée sur leur métier d'aujourd'hui et de demain. Et c'est là qu'on voit l'importance forcément de l'automobile avec tous les services autour qui se déploient autour, annexes et connexes finalement, de se dire qu'à un moment donné, les gens ont aussi besoin d'un service, ont besoin d'un service client, ont besoin d'humains, ont besoin de les soutenir et c'est vrai que ces services-là se déploient de plus en plus. Oui, tout à fait. On se rend compte que le digital, évidemment, ouvre beaucoup de possibilités technologiques pour proposer de nouvelles choses aujourd'hui et que parfois, pour une entité, si on reparle par exemple d'un concessionnaire automobile, développer ses propres services en interne avec une équipe informatique, c'est parfois beaucoup trop lourd, beaucoup trop coûteux. Et donc, pourquoi pas ne pas faire confiance à des sociétés comme les nôtres, hein, qui sont, on est 150 à l'Alliance des mobilités à pousser ce type d'initiative auprès des autres adhérents de Mobiliance. Hein, finalement, c'est notre but. Et donc, on arrive à proposer en propre nos solutions aux concessionnaires. Je reprends encore l'exemple des concessionnaires, mais également parfois ensemble. C'est l'intérêt des startups et du digital, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Cécile, c'est de pouvoir connecter nos systèmes et parfois proposer des offres qui sont beaucoup plus larges que nos offres propres. Et c'est en ça qu'on essaye de séduire ces métiers que vous connaissez bien. Et puis il y a une chose qui est importante pour nous, c'est aussi pour ça qu'au sein de l'Alliance des mobilités, j'espère que vous pourrez retrouver toutes nos solutions sur notre site, vous pourrez aller voir, on essaie de montrer qu'on n'est pas du tout concurrent et disruptant dans le mauvais sens du terme, comme parfois on pense que les startups sont. Non, nous on est partenaires de ces métiers historiques et on essaye juste
de les accompagner, encore une fois, vers leur stratégie d'aujourd'hui et de demain. Alors, donnez-nous un exemple concret, parce que vous dites le digital, ça apporte, ça permet. Concrètement, l'auditeur de Sud Radio se dit, oui, d'accord, qu'est-ce qu'il peut me proposer? Vous avez déjà donné des exemples, mais encore. Allez, je vais être un peu personnel ce soir, mais je vais vous parler de moi. Aujourd'hui, quand vous allez faire la révision de voiture chez un concessionnaire, vous savez qu'il faut prendre votre téléphone, appeler pour prendre un rendez-vous en concession. Et puis, quand on est vendredi soir, c'est plus compliqué de la joindre la concession pour peut-être demander un service qui viendrait chercher sa voiture à domicile. Une société du digital comme la nôtre permet 24 heures sur 24, exactement comme un rendez-vous sur une plateforme médicale, de réserver un jockey qui va venir lundi matin chez vous, prendre votre voiture et vous l'apporter en concession. Donc on ouvre des possibilités, évidemment, en termes, là j'évoque notre service en termes d'heures, mais on a également beaucoup d'autres services qui permettent par exemple à des concessionnaires automobile de maîtriser les enquêtes de satisfaction client, ce type de choses. Donc le digital fait gagner évidemment beaucoup de choses. Vous avez le patron d'Aramis à côté de vous, je pense qu'il pourrait vous en parler pendant des heures. Il sourit. Je suis d'accord. On va lui poser la question, et effectivement, la satisfaction client, c'est très important. Oui, bien sûr, et le digital amène en fait beaucoup de valeur sur les points de difficulté du parcours client traditionnel pour les fluidifier, pour les rendre plus rapides, plus qualitatifs, plus fiables. Donc je souscris. Comme quoi, ça y est, vous avez un nouveau client. Ça y est, on a signé. On va signer sur le bord, en tout cas. Je rappelle qu'on ne peut pas donner les numéros de téléphone à l'antenne, donc ce sera on peut. Ça, ça a pris de la clé et de la valeur pour les clients. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Thibaut Sarrazin. Merci à tous. Co-président de l'Alliance des mobilités de Mobiliance et cofondateur de Brix. C'est bien ça crée des emplois en plus. Là, bien sûr que ce sont des nouveaux emplois et c'est ça qui est bien. Et Mobiliance, beaucoup d'entreprises de l'automobile chez nos amis de Mobiliance. Vous restez avec nous, on continue dans un instant. On va vous parler des réseaux autoroutiers AP2R et d'électrification. À tout de suite. Bienvenue, on est ensemble avec Frédéric Brindel jusqu'à 20h avec nos invités, les vraies voix qui font rouler la France. Et en parlant de rouler, justement, le réseau AP2R Area est avec nous, prendre le tournant électrique. Ce sont les premiers réseaux autoroutiers à avoir équipé 100% de leurs aires de service en borne de recharge électrique rapide. On avait tous peur de rester en rade. Bah oui, mais c'est arrivé à tout le monde. Véronique Salon est avec nous, directrice de clientèle chez AP2R. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, juste déjà, pour qu'on comprenne et qu'on comprenne le réseau autoroute, voilà, dans quelle zone le réseau AP2R, c'est quoi exactement ? Alors, vous avez deux grosses parties. En fait, c'est principalement le centre et l'est de la France. Et je vais vous parler de cette fameuse liaison entre Paris et Lyon. Ouais. Et puis, toutes les autoroutes qui partent dans l'est. Et puis, le réseau rhône-alpin, donc entre Lyon, Chambéry, Grenoble, les routes du ski. À 40, à 41, tout ça. Voilà, tout ça. À 43, à 36, toutes ces routes que vous faites à vélo. Les routes qui remontent dans l'Europe du Nord. C'est combien de kilomètres aujourd'hui, à peu près ? C'est plus de 2200 kilomètres d'autoroute que nous exploitons. Alors, on parlait de maillage territorial sur les bornes, qui est toujours un vrai problème aujourd'hui, de moins en moins, mais en tout cas, ça reste parfois un petit peu compliqué. Des recharges électriques, vous avez décidé de mettre en place sur les stations de votre réseau de l'électrique et visiblement de façon assez efficace. Exactement, nous avons réellement accéléré les choses sur ces 2 dernières années. Alors on a initié tout de même l'installation non pas de bornes mais réellement de stations de recharge électrique, comme vous avez des stations de carburant, depuis 2017. Et puis ces 2 dernières années, nous avons développé notre maillage pour arriver au 31/12/2022, à cette fin d'année, à 100% de nos aires de service avec une station de recharge électrique. Donc c'est en moyenne entre 8 et 20 points de charge. Et aujourd'hui, on comptabilise 750 points de charge sur notre réseau. Donc, tous les 60 km, vous retrouvez une station de recharge électrique. Alors, combien de temps doit-on prendre pour faire le plein d'électricité ? C'est drôle, le plein. Oui, c'est vrai. On parle aussi de plein. Oui. Alors, à signaler que sur autoroute, vous n'allez retrouver quasiment que des stations à très haute puissance. Donc, entre 150 kW à 300 kW. Donc, je dirais que tout dépend bien évidemment de votre véhicule, de sa capacité batterie et de sa puissance à se recharger. Mais globalement, entre 20 et 30 minutes, vous pouvez faire le plein. Mais ça veut dire qu'on risque de faire la queue quand même, si on est plusieurs là. Alors,
je vous le disais, nous venons toujours qui cherche la petite bête, pardon, excusez-nous. Exactement. Sur notre réseau, nous avons tout de même 750 points de charge, donc ce n'est pas rien. C'est des stations qui sont comme les stations carburant. Les stations carburant, vous n'avez pas non plus des pistes avec 50 volucompteurs. C'est vrai. Donc, bien évidemment, lors des périodes de grand trafic, nous risquons d'avoir un petit peu plus de monde, mais nous essayons aussi de communiquer avec nos clients, de ne pas chercher à faire le plein. Parce que je dirais que c'est comme avec vos téléphones portables, les 20 premiers pourcents ou les 20 derniers sont très très longs. Donc il faut vraiment apprendre avec l'électrique de faire le juste plein, ce dont vous avez besoin pour arriver à destination. Et je vais dans votre sens en disant qu'en plus, en faisant une pause de 20 minutes, c'est beaucoup moins accidentogène. Ça vous permet de vous reposer un petit peu. Et tac dans les dents, Frédéric Brindel. Il faut se reposer toutes les 2 heures. Voilà, c'est ça. On répartit la charge sur 2 fois 2 heures, on calcule, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Bien. Véronique Talon, aujourd'hui, le problème des bornes un petit peu partout en France, c'est de dire qu'il faut un abonnement, on n'a jamais la bonne carte, c'est pas tout à fait universel. Est-ce que, enfin, chez vous, on peut utiliser une carte bancaire classique ? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie conduite du changement lorsqu'on a un véhicule électrique, parce que, en effet, il y a un opérateur commercial, et nous sommes également opérateur commercial avec la carte de recharge électrique Fully, qui vous permet d'accéder en fait à 100% des bornes, qu'elles soient sur autoroute ou à l'extérieur de l'autoroute. Mais sur autoroute, nous avons demandé à ce que nous puissions payer par carte bancaire. Bien évidemment. Mais il est quand même, je conseillerais à vos auditeurs de s'équiper d'une carte de recharge électrique pour vraiment être sûr de pouvoir accéder à l'ensemble des bornes, même les plus anciennes qui n'ont pas en fait ce petit module carte bancaire. Et puis souvent, quand vous avez une carte de recharge électrique comme Fully, eh bien vous avez l'application qui va avec une cartographie. Et là, c'est beaucoup plus simple pour trouver où est votre borne, quel type de borne vous allez trouver et surtout si votre borne est disponible. Et si elle ne l'est pas, eh bien, allez ailleurs ou à la prochaine station. Est-ce qu'on va pouvoir imaginer à un moment donné de réserver sa borne électrique, de se dire, voilà, il me reste à peu près 10 km, vous savez que vous avez 5 minutes qui vous est attribuées. Oui, c'est une bonne idée, ça. Est-ce que ce serait possible ? Ah oui, c'est bien ça. J'ai que des bonnes idées. J'ai que des bonnes idées. Écoutez. Ingénieur, madame, ingénieur. Certains opérateurs le proposent déjà. Alors, par contre, ils ne peuvent pas vous garantir une plage horaire trop importante parce que sinon, encore une fois, vous allez provoquer une queue inutilement alors que quelqu'un aurait pu profiter de votre retard pour venir se charger. Mais oui, c'est un début, mais à ce jour, en fait, on est plutôt dans une évolution progressiste. Déjà, le fait d'équiper, notamment lorsque vous êtes en itinérance, toutes les aires de service, 100% des aires de service, eh bien, automatiquement, ça augmente la capacité et ça diminue, en fait, le risque d'attente. Il ne faut pas oublier quand même que, bien évidemment, on fait tous des longues distances, mais 80% de nos déplacements, c'est des déplacements du quotidien. Et dans ce cadre-là, vous allez très souvent soit vous charger à domicile, soit à destination, notamment au travail. Donc, c'est aussi un vrai changement. Est-ce que c'est comme pour l'essence, c'est un peu plus cher de faire le plein, j'y reviens, sur les autoroutes ou pas ? Ah, la question qui blesse. Alors, non, du tout. Il faut absolument y répondre. En fait, le prix, il est plutôt dépendant en fait de la borne et de sa puissance. Vous imaginez bien qu'une borne de 7 kW par rapport à une borne de 300 kW, vous n'avez pas la même puissance, donc ça vous demande pas le même équipement, c'est pas le même raccordement électrique, pas la même durée de charge aussi. Exactement. Donc bien évidemment, vous payez un petit peu plus cher. Et donc le prix sur autoroute, sur une borne très haute puissance, est le même prix qu'une borne que vous allez trouver sur le parking d'un supermarché, par exemple. Il ne faut pas que ça dépasse les bornes. C'est la même puissance. Il ne faut pas que ça dépasse les bornes. Et j'ai fait aucun jeu de mots sur la première ministre en plus, vous l'avez vu. C'est ça. Voilà. On parle des connecteurs aussi, parce que sinon ça aurait été trop simple que toutes les voitures disposent des mêmes connexions, en tout cas sur des bornes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les voitures et toutes les marques ont la possibilité de remplir leur réservoir, leur batterie chez vous? Ça, c'était un point très très important. Donc en fait, on propose les 3 normes. Alors je vais peut-être vous parler dans un jargon, la norme CCS, T2 et CHAdeMO. Là, vous avez beaucoup de voitures, mais tout de même. Donc bien évidemment, oui, sur autoroute, vous avez l'interopérabilité complète.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Véronique Talon, directrice de clientèle chez AP2R. Ce sont des autoroutes, voilà, qui ont décidé de prendre la main de l'électricité. Grande en tout cas, partie est de la France. Voilà, est de la France. Oui, on aime beaucoup l'est de la France. Vous restez avec nous dans un instant. Plutôt que vous faire, à bientôt, vous faire rouler en voiture, on va vous faire rouler à vélo. Et ça, c'est un peu votre domaine, monsieur Brindel. Je vais faire le plein. Voilà, vous allez faire le plein. Monsieur, 60 km par jour. Moi, je vous dis toujours, quand vous partez à vélo... C'était 80 hier. C'était 80 hier. Ouais, 80. Prenez la voiture, vous irez plus vite. Allez, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 20h avec Frédéric Brindel et pas mal de... Et mon vélo. Et votre vélo. Et pas mal de très bons invités. Aujourd'hui, on a encore appris plein de choses ce soir et on va parler vélo. Et vous avez raison, mon cher Frédéric. Et Philippe Massot est avec nous, cofondateur de la start-up Exter et proposé par notre ami Albert Schumann de Scale Up Booster. On peut dire un petit mot. Alors déjà, bonsoir, merci d'être avec nous. Qui nous a gentiment envoyé cette start-up très intelligente. C'est un petit peu l'Argus de l'automobile. Alors, c'est de l'auto, en tout cas, comme du vélo, c'est-à-dire que comme de l'automobile, mais du vélo. Alors, un mot sur Scale Up. Effectivement, on a suivi un programme d'accélération avec Scale Up pour travailler sur le marché américain. Voilà, c'est ça, très bien. Voilà. Et donc on parle de vous, donc on parle de vélo reconditionné, et là on est un peu comme Aramis Soto. Et de vélo électrique, on est bien d'accord. Électrique, effectivement. Absolument, avec deux aspects au problème. Vous soulevez l'Argus, effectivement, on a commencé à réfléchir aux problématiques du vélo reconditionné en se disant il faut qu'on ait un référentiel de prix. Parce que sans référentiel, c'est un peu comme le marché de l'automobile, sans référentiel et sans Argus, difficile qu'un marché de l'occasion puisse se développer. Et donc on s'est dit la même chose pour le vélo. On a suivi d'ailleurs la trajectoire du véhicule automobile d'occasion pour se dire il y a des choses très complémentaires et très comparables. Et donc la première chose qu'on a fait pendant plus d'1 an et demi, c'était de développer un Argus du vélo. Quelle est la valeur résiduelle d'un vélo électrique d'occasion? Et ça, personne ne savait donner un chiffre exact sur quoi on se base, du coup? Oui, ça dépend de quoi, parce qu'il y a le cadre. Vous savez, les vrais cyclistes, ils fantasment sur le carbone, l'aluminium, tout ça. Là, c'est plus au niveau du moteur, non? Alors, il y a plein de choses. Il y a la marque. En automobile, une BMW n'a pas forcément la même cote qu'une Fiat, et c'est pas pour dévaloriser l'une des l'autre, mais c'est pareil dans le vélo. Il y a des marques qui sont plus appétentes. On a les technologies évidemment embarquées. Un moteur Bosch de la génération 2 n'est pas le même moteur que la génération 4 qui est en vigueur aujourd'hui. Donc il y a des pertes de valeur d'une certaine manière, comme dans l'automobile. Vous parliez de la Zoé tout à l'heure. La Zoé première génération, c'est pas la même que celle que vous sortez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évolutions justement dans le vélo. Ça va assez vite, ça comme va l'automobile. Ça va très très vite aussi parce qu'il y a une appétence, il y a un marché. Ça a grossi beaucoup. On voit bien que le public s'intéresse à ce moyen de mobilité. Et donc oui, il y a des technologies qui se développent. Ça a démarré un peu doucement, je dirais, d'une certaine manière, mais aujourd'hui ça se développe. Les technologies sont fortes. On réduit les moteurs, on augmente les capacités des batteries, on met de la technologie, on connecte les vélos de plus en plus. Ça devient un organe digital. Des marques comme Stromer aujourd'hui sont des véritables vaisseaux roulants électriques de vélo. Enfin, c'est tout à fait surprenant. Alors il y a la question de la vitesse aussi, parce que moi qui m'entraîne sur mon vélo, quand je vois passer quelqu'un en costume dans une bosse qui me lâche, ça fait mal. Ça l'agace. Mais il peut aller à 35 à l'heure, donc dans une côte, voilà. Mais ça peut même aller plus vite. Ça pose des questions de sécurité. Alors, 25 km/h sur un vélo électrique traditionnel, je dirais, c'est la norme, c'est la législation. Une fois que vous avez atteint 25 km/h, le moteur se coupe, d'accord? Donc ça, c'est la législation des vélos traditionnels. Et vous avez les speedbacks, effectivement, les speedbacks qui sont des vélos un peu mutants, qui peuvent aller jusqu'à 45 km/h, qui sont interdits en France sur les pistes cyclables. Donc vous pouvez aller sur la route, bien sûr, vous pouvez aller sur les voies de bus, mais pas sur les pistes cyclables. Et vous avez aussi une assurance différente, une carte grise un peu particulière aussi qu'il faut avoir, et en plus un équipement qu'il faut avoir. Donc c'est un peu contraignant. La législation est un peu contraignante en France, elle l'est un peu moins en Suisse où on voit que ça se développe énormément. En France, c'est un peu différent. C'est quoi les tarifs pour qu'on se rende bien compte pour ceux qui ne font pas de vélo aujourd'hui? Sur un vélo électrique, ça peut aller de quoi à quoi? Parce que on voit tellement de tarifs différents et on se dit que ça a pris une proportion financièrement qui est aujourd'hui assez hallucinante. Assez hallucinante. Alors des produits très cheap, très bon marché, je dirais, ça peut démarrer à 990 € pour un vélo électrique. Et donc là, c'est à 999 €, c'est vraiment bon marché. Enfin, c'est vraiment oui, c'est bon marché, mais nous on le conseille pas parce que c'est des produits qui sont pas très sérieux. Ce qui est déjà très cher. On sait pas d'où viennent les composants, on est un petit peu mal à l'aise avec ce type de produit. On sait pas combien de temps ça va durer la batterie. En termes de durabilité, nous sur la
plateforme externe, on ne prend pas ce type de vélo parce que en termes d'économie circulaire, c'est pas des bons produits, c'est pas des produits qui vont durer. Donc on déconseille ce type de. Mais en même temps, c'est un budget. Donc voilà. Et pour répondre à la question, ça peut partir de ce prix-là jusqu'à 10 000 euros. Aujourd'hui, il y a des vélos électriques qui sont à 10 000 euros, voire plus. Donc on a une fourchette de prix qui est extrêmement importante. Le panier moyen. Ça joue sur quoi? J'imagine sur la qualité, aussi sur l'autonomie. Oui, sur la batterie, la puissance, la capacité de la batterie qui peut être plus ou moins importante. Effectivement, sur des gros vélos de speed bike dont vous parliez tout à l'heure, on atteint 1400 Wh sur une batterie, ce qui est énorme, versus des batteries qui sont peut-être plus modestes, à 250-300 watts sur des batteries plus modestes. Alors, est-ce qu'on parle de sécurité aussi? Parce qu'on parlait du cadre tout à l'heure, il y a une certaine résistance, parce qu'arriver sur un nid de poule à 45 à l'heure, il faut un vélo aussi qui soit résistant. Qui tienne la route. Absolument. Alors ça, c'est des vélos très spécifiques, les speedbikes, et effectivement, ils sont renforcés d'une certaine manière. Même à 35. Mais à 35, vous pouvez aller avec un vélo musculaire traditionnel, une bonne descente. Vous pouvez prendre un nid de poule aussi avec un vélo qui fait 7 kg aujourd'hui, et les conséquences peuvent être aussi importantes. Mais sur un vélo, justement, il y a de la rigidité. C'est ce qu'on développe dans le carbone et tout ça. Absolument. C'est pour ça qu'un vélo électrique pèse en moyenne entre 22 et 27 kg. Donc c'est beaucoup plus lourd. Votre vélo de route, 7 kg, 7 kg seulement. Vous voyez la différence. Donc ils sont renforcés. C'est des vélos qui sont renforcés en termes de roues, en termes de pneus, le cadre est renforcé. Ils portent une batterie assez lourde, un moteur. Donc évidemment, le vélo est un peu dans sa conception, dans sa géométrie, il est différent. Romain Bocher, directeur général d'Aramis Auto, finalement. Il est resté avec nous. Oui, il est resté avec nous, et c'est pour ça que je lui parle. Sinon, je ne parlerai pas à un mur. Ah bon, d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont lâché la voiture pour le vélo. On a rarement les deux, sauf pour des foyers un peu plus argentés, si je puis dire. C'est vraiment un concurrent aujourd'hui, le vélo électrique. Nous, on le voit plus comme une solution complémentaire de mobilité. On sait qu'il y a une voiture dans 8 foyers sur 10 et que 75% des gens utilisent leur voiture pour aller au travail le matin en France. Donc je pense qu'il y a une complémentarité à aller chercher qui est probablement encouragée avec le télétravail, des modes de fonctionnement et de vie qui ont changé notamment ces dernières années. Mais on parle du vélo électrique forcément, Philippe Massot, mais il y a aussi le vélo classique et ça c'est très très urbain, c'est un peu périurbain, mais on a du mal à avoir des vélos non électriques à la campagne ou dans les territoires, mais même si ça se fait quand même. Mais là aussi, il y a un enjeu important. Bien sûr, il y a un enjeu, sauf que c'est le marché, on regarde le marché. Aujourd'hui, le vélo électrique se développe énormément, le vélo musculaire se réduit chaque année. Les concessions, les marques produisent de plus en plus de véhicules électriques et de moins en moins de vélos musculaires, sauf pour le côté très sportif que vous êtes. On va rouler avec des beaux vélos. Évidemment, mais le vélo électrique se développe et c'est intéressant le parallèle qu'on peut faire avec Aramis Auto. Nous, on a complètement industrialisé finalement le process de reconditionnement et on l'a fait à la manière un peu de ce que fait Aramis, c'est-à-dire qu'on prend des vélos qui sont plutôt en fin de vie ou en tout cas qui devaient s'arrêter et en tout cas on les remet en état. Avec une nouvelle technologie parfois ou pas? Alors oui, on peut le faire si c'est possible. C'est pas toujours possible parce que la conception des vélos fait que c'est difficile de changer un moteur pour un autre. Okay. Mais moi j'ai une suggestion justement parce que quand on est cycliste, qu'on fait de la compétition, on a l'habitude de rouler en peloton, c'est le sens des trajectoires et tout ça. Et bien souvent c'est pas le cas pour Monsieur Tout le Monde. Il y a un problème de visibilité. Il faut être vu. Est-ce que justement du fait de la batterie, on ne peut pas imaginer un phare un peu plus présent à l'avant, à l'arrière, des clignotants, parce que on est sur des situations souvent très dangereuses. Alors le vélo électrique a vraiment renforcé en termes de sécurité. Aujourd'hui, il y a des feux avant, des feux arrière, avec d'une puissance très très forte. Et d'ailleurs, j'invite tous les utilisateurs d'un vélo électrique à utiliser leurs phares parce qu'ils sont extrêmement visibles. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça continue de se développer. On va rendre le vélo beaucoup plus connecté. On va mettre des caméras. On aura une caméra devant, une caméra derrière. J'ai testé en Suisse un vélo avec une caméra à l'arrière. Génial. Au début, c'est un peu particulier. On ne sait pas sur son vélo, mais on s'adapte très vite à la vision un peu rétroviseur finalement. Et donc avoir une caméra 360 derrière vous, ça vous donne en termes de sécurité une vision réelle de ce qui se passe derrière vous, des voitures qui arrivent et tout. Non, je plaisante. Les créneaux en vélo un peu moins, mais en tout cas, en termes de voitures qui arrivent vite, ça peut être vrai. Aussi, en cas de conflit, et je voudrais le dire, les gens sont de plus en plus intransigeants avec les cyclistes parce que les gens sont dans la rue, dans les rues des grandes villes, ils sont énervés par le « je fais n'importe quoi » et quand on se retrouve sur les routes de campagne, sur un simple cycliste qui s'entraîne, on est très tendu avec lui. Et donc, il est clair que avec une caméra aujourd'hui, quand on se fait balancer, qu'on est à un vélo, au moins il y a la preuve. Ça, c'est très important.
important. Oui, ça peut être un élément de pédagogie, de sécurité, c'est évident. Je pense qu'il y a du bon sens à avoir, aussi bien quand on est cycliste, à faire attention évidemment. Oui. Et les voitures doivent se rendre compte qu'un cycliste est fragile sur la route, extrêmement fragile. Et donc passer à 80 km/h à côté de lui, c'est extrêmement dangereux. 1,50 m, on rappelle, hein, oui. le principe de dépassement. 1,50 m. Juste un petit mot. D'où viennent les vélos qui sont sur votre site ? Ils viennent d'où ? De différents partenaires, plutôt des partenaires professionnels, plutôt des acteurs. Non, très peu de particuliers, même si on va ouvrir cette réflexion, mais c'est plus complexe. Des professionnels qui sont des loueurs longue durée, qui ont des contrats de 2 ans sur des ventes. Dont on a la trace la plupart du temps. Absolument. On connaît le vélo, on sait d'où il vient, on a une facture d'origine, on a toute la maintenance du vélo, nous on les rachète, à ce moment-là on les remet en état, on les reconditionne pour les proposer sur notre site exter.eco, et à ce moment-là on peut apporter toute la confiance, toute la sécurisation qu'on a. Et d'ailleurs, comme Aramis, on a besoin de confiance. Les gens ont besoin de confiance quand ils achètent un produit de seconde main. En tout cas, ça s'appelle Exter avec un K. Merci beaucoup Philippe Massot d'avoir été avec nous, cofondateur de cette belle innovation, parce que c'est une belle innovation justement de parler vélo et de pouvoir trouver des vélos en bon état, sécurisés, à des tarifs encadrés. Ça, c'est intéressant. Ça ouvre plein de perspectives, c'est rassurant. Et merci beaucoup Romain Bochard d'avoir été avec nous, directeur général d'Aramis Auto. Là, c'est pareil. Au moins, on est sûr, on est sécurisé. Merci beaucoup. Frédéric Brindel. Oui, alors Cécile de Minibus, je vous ai pas assez vu aujourd'hui. Vous savez ce que je vais faire ? Moi, je vais me rentrer, je vais me mettre devant la télé, C8, et je vais voir Cécile de Minibus avec Coé pour le retour de la méthode Coé. J'espère que vous êtes aussi percutante. Bien sûr, j'y vais tout de suite. J'y vais à vélo et avec Aramis Auto, direct. Allez, passez une très bonne soirée dans un instant. Dans un instant, c'est Yvan Cujus avec et ce soir, je crois que c'est Sébastien Follin chez Yvan Cujus. Il chante aussi. Oui, absolument, il chante. Et puis, c'est conseils de famille. C'est ça. Et on se retrouve demain. Merci aux équipes Sud Radio des VV et on vous dit à demain. Salut.